droite. D est donc le vecteur de direction du rayon. Et T, qui est le paramètre, varie entre 0 à l'infini. Donc, comme par exemple le temps, à l'instant T, on est à l'origine, et pour T, on va alors quelconque, on est quelque part sur donc, cette demi-droite. De l'autre côté, nous avons l'équation, donc, dite, on verra plus tard, implicite d'une sphère, du rayon R qui est centré à un point C. C'est une généralisation de l'équation du C qu'on avait vue auparavant. Le C qui était centré à l'origine, ici, la sphère est centrée à un point C. Donc, c'est pour ça qu'on a P moins C au carré moins R au carré égale 0. Alors, s'il existe des points d'intersection, ces points sont en commun entre le rayon et la sphère. C'est pour cette raison que voilà. Donc, on remplace P, qui est le point commun, par O plus TD, qui vient de l'équation paramétrique du rayon. Donc, on obtiendra finalement une équation deuxième degré selon T. Il faut résoudre. Si le déterminant est négatif, pas d'intersection. Si c'est 0, le rayon est tangente à la sphère, donc on a une racine double et on a donc un point d'intersection. Et si le déterminant est positif, on a deux racines réelles pour cette équation de deuxième degré et donc deux points d'intersection. À chaque fois, il faut mettre la valeur trouvée pour T dans cette équation. Dans l'équation paramétrique du rayon, afin de trouver le point P. Donc, en remplaçant ici T par la valeur qui vient de cette équation, on va trouver le ou les points d'intersection si ce point existe. Bon. Ça, c'est le cas le plus simple. Même s'il faut résoudre l'équation de deuxième degré, ça reste plus simple que le calcul d'intersection entre un rayon et d'autres types d'objets, y compris un polygone. Alors, ce que nous avons essentiellement besoin, c'est intersection entre rayon et polygone, car les objets de la scène, comme vous le savez, sont facettisés et chaque facette est un polygone donc convexe et plus particulièrement donc un triangle. C'est à nouveau l'équation paramétrique du rayon. C'est le plan qui contient le polygone. On verra aujourd'hui dans les rappels que je vais faire sur le vecteur comment on peut trouver le vecteur normal à ce plan, donc la normale n. P est le point d'intersection. Ce point existe sauf si le rayon est parallèle au plan. Et S est un sommet donc, de polygone concerné. Alors on peut écrire n produit scalaire SP égale 0, parce que produit scalaire dépendra donc du cosinus de l'angle entre deux vecteurs. N est perpendiculaire au plan, donc perpendiculaire à tous les vecteurs, y compris PS. Et cosinus donc de 90 degrés est 0. Donc on l'écrit. On obtient donc, une fois qu'on a remplacé P par O plus TD, on obtiendra une valeur pour T. Et cette valeur de T, on va le mettre dans l'équation paramétrique du rayon pour trouver le point d'intersection. Après, il faut situer ce point d'intersection par rapport au polygone. Est-ce que c'est intérieur ou extérieur? Une des méthodes que nous avons déjà étudiées, la méthode de demi-droite. On compte un nombre d'intersections de demi-droite en partant du point P avec le polygone. Si son nombre est pair, le point est à l'extérieur, et si c'est impair, à l'intérieur. Et bon, ça, on l'avait déjà étudié. Après, on a vu l'optimisation de l'ancien rayon, parce que sans optimisation, on fait un très grand nombre de calculs d'intersection entre les rayons et les objets, notamment les polygones, pour dire finalement que cette intersection n'existe pas. Donc, on essaie d'optimiser et éviter de faire des calculs d'intersection inutilement.
Alors, les méthodes envisageables sont essentiellement volume englobant et subdivision spatiale que nous avons vues. Alors, en ce qui concerne le volume englobant, ici, nous avons une scène. Si c'est facialisé, ça va donner un polygone, un rayon. Au lieu de calculer l'intersection du rayon avec chaque polygone de cette scène, c'est un calcul complexe car, comme on vient de voir, d'abord, il faut calculer l'intersection du rayon avec le plan de polygone. Après, situer le point d'intersection par rapport au polygone. Au lieu de faire ça, on peut utiliser un volume englobant. Alors, au lieu d'utiliser donc un parallélépipède avec 6 faces, on va utiliser donc une sphère, car le calcul d'intersection entre un rayon et une sphère est le calcul le plus simple. S'il existe une intersection entre ce rayon et une sphère, après on peut aller chercher son intersection avec les polygones qui se trouvent à l'intérieur. Par contre, comme c'est dans le cas de cet exemple, on n'a pas d'intersection entre le rayon et la sphère, ce n'est pas la peine de calculer l'intersection de ce rayon avec l'ensemble des polygones qui sont à l'intérieur donc, de cette sphère. On peut encore optimiser davantage cette solution en utilisant une hiérarchie de volume englobant, donc une hiérarchie de sphère englobante. Bon, ici, d'habitude, on va prendre un très grand sphère pour englober la scène. Après, à l'intérieur, on va placer d'autres sphères pour se chevaucher. Et après, on va continuer cette opération. On va mettre encore des sphères à l'intérieur des autres. Et donc, si le rayon intersecte les sphères extérieures, après on calcule son intersection avec les sphères intérieures ici en vert. Et après, s'il y a une intersection avec une sphère en vert, on va calculer les intersections avec les sphères intérieures qui sont en rouge, etc. Alors, comment il faut positionner ces sphères? Évidemment, en fonction de densité de polygones dans les locations, différentes locations de la scène. Par exemple, ici, ce n'est pas la peine d'avoir beaucoup de sphères, parce qu'on n'a qu'un seul objet, ce polygone. Par contre, ici au milieu, on a de plus en plus d'objets de polygones. Donc, il faut avoir plus de volume englobant. Donc, on le fait en fonction de densité des polygones à un endroit de la scène. Après, on a vu la subdivision régulière donc, de l'espace. L'espace est subdivisé en sous-espaces. Chaque sous-espace est un cube qui est appelé un voxel. C'est, disons, la généralisation de pixels. Pixel est un élément d'image 2D et voxel, c'est un élément de limite donc, de la scène 3D. Bon. Après, pour le rayon, on va trouver les sous-espaces concernés. C'est très simple en utilisant l'algorithme Peasant 3D. Très rapidement, on peut trouver les sous-espaces. S'il existe une intersection entre rayon et un sous-espace, à ce moment-là, on peut calculer son intersection avec les polygones qui sont entièrement ou partiellement à l'intérieur d'un sous-espace. Bon, on a vu qu'on peut combiner les deux solutions. Donc, si les sphères sont grandes dans cette solution, à l'intérieur, on peut avoir une subdivision spatiale. Au contraire, ici, si les voxels sont de grande taille, à l'intérieur, on peut avoir donc une hiérarchie de volume englobant. Mais bon, d'habitude, vu que c'est très rapide avec l'algorithme de résonance généralisé, les subdivisions sont assez fines, donc les voxels sont de petite taille et ça ne nécessite pas de combiner avec la solution précédente. Bon, il existe aussi une solution qui est réduction du nombre de rayons, qui est approximative parce qu'on va dire que les pixels voisins, les rayons voisins ont des parcours et donc des propriétés similaires et bon, au lieu d'envoyer tous les rayons, on va envoyer certains rayons et ça reste approximatif. Une solution qu'on verra en deuxième année, c'est lancer de faisceaux, qu'on étudiera en détail. Or, sous cette forme qui pose des problèmes. Ici, c'est l'exemple au faisceau pyramidal, même si au départ le faisceau est convexe, sans problème, sans trou.
Dans le cas d'une scène très simple ici, on peut voir si on calcule explicitement l'intersection du faisceau avec chaque objet de la scène, le faisceau deviendra concave et même avec trou. Donc, dans ce qu'on verra en deuxième année, on utilise un faisceau pyramidal, mais sans calculer son intersection explicitement avec les objets de la scène. Donc, on l'utilise essentiellement pour éviter les problèmes qui sont dus à l'échantillonnage de la scène, qui n'est pas l'objet au cours de cette année. Bon, après, on a vu méthode de cellule et portail, c'est dans le cas d'architecture. Il y a visibilité donc à l'intérieur de cellules à travers le portail pour les autres endroits de la scène, comme on peut voir ici. Donc, dans le cas effectivement d'architecture, la scène est modélisée peut être modélisée par un graphe d'adjacence, dans lequel les nœuds sont les cellules ou les pièces et les branches sont les portails ou les ouvertures. Et ce graphe va déterminer à un instant donné la visibilité de cellule à cellule, mais ce n'est pas une solution complète. On a vu un exemple, donc, l'observateur ici en E. Et après, on peut voir à travers des ouvertures une partie des cellules D, F et G. Et si on continue comme ça aussi, donc sur le graphe d'adjacence, on peut voir aussi en visibilité dans A. Y a-t-il des questions sur le précédent cours avant qu'on continue?